Teresa Parker est une femme de 42 ans mariée à un policier. En 2007, elle avait pris la décision de le quitter et de prendre son propre appartement. Malheureusement, elle va totalement disparaître pendant son emménagement. Bien que son corps ne sera retrouvé que plus tard, un procès va tout de même pouvoir avoir lieu grâce au nombre de preuves retrouvées contre son agresseur. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Teresa Parker, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois dans une vidéo qui va parler de la police. C'est vraiment un pur hasard que ces deux vidéos qui parlent de la police qui se suivent. Mais en tout cas, je trouve que comme ça, on reste dans le thème de la dernière vidéo. Vous allez voir, cette histoire est assez complexe, mais quand même, à la fin, Teresa a eu une justice et ça, c'est le principal. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup en ce moment. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'abonnent, donc merci, continuez comme ça. Vous m'aidez énormément et ça me rend très heureuse. Bon, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Teresa Hall Parker était une femme de 42 ans vivant aux États-Unis dans l'état de la Géorgie, dans la ville de Lafayette. En 2007, elle était mariée à un policier du nom de Sam Parker et Teresa travaillait, elle, au centre d'appel du 911. Alors, quand je dis qu'elle était mariée, c'est surtout sur le papier, parce que ça faisait déjà des années qu'elle ne s'entendait plus avec son mari. En fait, les amis et la famille de Teresa ont tous rapporté que son mariage était depuis très longtemps un mariage difficile. Sam et elle se disputaient énormément et ils en venaient même parfois à se bagarrer. Ça faisait déjà longtemps que Teresa menaçait Sam de divorcer, mais jusque-là, elle n'en avait pas vraiment trouvé la force, mais finalement, au mois de mars 2007, elle a décidé que c'en était assez et cette fois-ci, elle a décidé de se prendre un appartement pour emménager et vraiment quitter son mari. Son but était donc de lancer la procédure de divorce une fois qu'elle y serait installée. Mais plongeons-nous à présent dans la soirée du mercredi 21 mars 2007. Ce soir-là, Teresa avait passé la soirée avec sa petite sœur qui s'appelle Christina Hall. Les deux avaient beaucoup discuté et Teresa lui avait d'ailleurs dit qu'elle était heureuse d'enfin emménager seule et qu'elle allait avoir beaucoup plus de temps libre maintenant et qu'elle voulait passer ce temps avec sa famille. Donc voilà, les deux ont passé une assez belle soirée et le soir venu, eh bien Teresa est rentrée chez elle. Par rapport à ce moment-là, sa sœur Christina dira « Quand je l'ai serrée dans mes bras ce soir-là, ça a été tout simplement la chose la plus étrange. C'était presque comme si j'avais le sentiment que je ne la reverrais plus jamais. » Malheureusement, le pressentiment de Christina était juste parce qu'après ça, elle ne reverra plus jamais sa sœur en vie. En tout cas, j'imagine qu'après ça, Teresa est donc rentrée directement chez elle. Et à ce moment-là, elle vivait donc encore dans la maison qu'elle avait avec Sam, son mari. Le lendemain, le jeudi 22 mars, Teresa devait se rendre assez tôt à son travail, mais bizarrement, ses collègues ne l'ont pas vue arriver. À 6 h du matin, son amie et collègue Rhonda Knox a alors reçu un appel de la part de Teresa. En voyant l'appel, elle a alors été rassurée, elle s'est dit que sans doute Teresa l'appelait pour dire qu'elle avait un empêchement, qu'elle était en retard, malade ou quoi que ce soit. Mais quand elle a décroché, elle va se rendre compte que les choses étaient bien plus étranges que ça. En fait, lorsque Rhonda va décrocher, elle va entendre qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout du fil, mais cette personne n'a absolument pas parlé. Ça va rester comme ça pendant quelques secondes et puis l'appelant va tout simplement raccrocher. Là, Rhonda a vraiment commencé à s'inquiéter pour Teresa parce que c'était pas du tout son genre de faire des blagues téléphoniques, surtout genre à 6 h du matin. Vraiment, cet appel était beaucoup trop étrange et elle savait que quelque chose n'allait pas. Donc là, Rhonda a essayé de rappeler une nouvelle fois Teresa, mais elle est tombée directement sur sa boîte vocale, comme si son téléphone s'était éteint juste après l'appel. Rhonda, toujours inquiète, a alors essayé d'appeler sur le téléphone fixe de la maison, mais là non plus, elle n'a reçu aucune réponse. Elle va alors décider d'appeler un ami à elle qui est policier et qui s'appelle Shane Green. Elle lui a demandé s'il pouvait aller jusqu'à la maison de Teresa et Sam afin de vérifier que tout aille bien et il a accepté. Une fois sur place, il a alors frappé à la porte, mais personne n'est venu lui ouvrir. Shane a alors rappelé Rhonda et Rhonda va lui dire « Écoute, c'est quand même trop bizarre, va voir dans le garage s'il y a la voiture de Teresa ou même celle de son mari et donc c'est ce qu'il va faire. » Shane a alors découvert que la voiture de Teresa n'y était pas. Par contre, il verra que le SUV de Sam, donc son mari, y était garé, ainsi que sa voiture de patrouille parce que je le rappelle, il était policier.
Donc là, c'est quand même étrange parce que les deux voitures de Sam sont là, donc il pourrait pas avoir été bien loin. On est aux États-Unis, vraiment la voiture c'est primordial pour se déplacer. Or, il semble pas être chez lui, ces voitures sont là, donc où est Sam? Alors oui, effectivement, il manquait une voiture, celle de Rhonda, mais vu l'état de leur mariage, vu à quel point ils avaient du mal à rester ensemble, ça paraissait peu probable qu'ils soient partis tous les deux quelque part à bord de la voiture de Teresa. Donc là, Rhonda, la collègue de Teresa, et Shane Green, le policier, vont tous les deux se dire que la situation est vraiment étrange. Malgré tout, eh bien, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, donc ils ont continué leur journée, et en fin de journée, Shane est retourné voir à la maison s'il y avait du changement, et il a croisé des voisins. Ces voisins en question lui diront que la voiture de Teresa était à nouveau garée dans le garage, mais que malheureusement, ils n'avaient pas vu la voiture arriver, donc ils ne savaient pas qui conduisait la voiture. Dans tous les cas, encore une fois, personne ne semblait être présent au domicile de Sam et Teresa. En tout cas, avec ça, on sait quand même une chose, c'est que la voiture est revenue, donc quelqu'un est revenu. Mais bon, quoi qu'il en soit, personne n'avait vu Teresa entre-temps et personne n'avait réussi à la contacter sur son téléphone. La journée va finalement passer et on va arriver au vendredi 23 mars. Ce jour-là, Christina va essayer de joindre sa sœur, mais à son tour, elle va constater que le téléphone de Teresa est éteint. Elle a pourtant essayé de l'appeler à plusieurs reprises pendant la journée, mais elle n'a jamais reçu de réponse de sa part. Elle va alors décider d'appeler Sam, le mari de sa sœur, parce que même si les deux ne se parlaient plus beaucoup, eh bien, ils vivaient quand même sous le même toit que Teresa, et donc il pourrait lui dire si elle était chez elle ou non. Mais voilà, au téléphone, Sam va alors dire qu'il n'était pas chez lui, qu'il était parti pêcher et qu'il n'était pas rentré depuis le mercredi 21 mars au matin. Donc rappelez-vous, le soir du mercredi 21 mars, c'est justement le jour où Christina a vu sa sœur pour la dernière fois. Et donc justement, Sam dira que ce jour-là, il était parti tôt le matin et que quand il était parti, il avait vu la voiture de Teresa dans le garage, mais ça s'arrête là. En gros, il va se donner un alibi, il était parti pêcher, depuis il n'est pas rentré et donc il ne sait pas du tout ce qui est arrivé à sa femme. En tout cas avec ça, Christina, la sœur de Teresa, va vraiment s'inquiéter. Elle va appeler les proches de Christina, ses collègues, et elle va vraiment comprendre quelle est la dernière personne à avoir vu sa sœur en vie et que depuis le 21 mars au soir, elle n'a donné de nouvelles à personne et personne ne l'a vue. Donc à partir de là, Christina va juste commencer à dire un petit peu autour d'elle que sa sœur semblait avoir disparu et du coup, pas mal de monde vont essayer de la contacter par tous les moyens. Sam, son mari, va lui aussi essayer d'appeler Teresa et il dira même que malgré tout, il était inquiet parce que ça ne lui ressemblait pas de disparaître comme ça. Au final, la journée va passer et c'est le lendemain, le samedi 24 mars, qu'enfin les proches de Christina vont prendre la décision d'appeler la police et qu'une alerte pour personnes disparues va enfin officiellement être lancée. Donc quand même, il faut se rendre compte qu'ils ont perdu beaucoup de temps parce qu'elle aurait disparu le 21 mars et ils ont appelé la police seulement le 24 mars. En tout cas, les enquêteurs vont alors commencer à interroger les proches de Teresa et évidemment, ils vont commencer par Sam, son mari, qui était en plus l'un de leurs collègues parce que Sam était policier. Sam va donc de nouveau réexpliquer que le 21 mars au matin, il avait quitté son domicile dans son SUV, qu'il était parti pêcher et qu'il avait passé la nuit du 21 au 22 mars, donc le moment de la disparition de Teresa, dans son SUV près du lieu de pêche. En fait, il avait dormi à l'intérieur. Alors, ça aurait pu être un très bon alibi. Le problème ici, c'est que les policiers vont interroger les voisins de Sam et Teresa. Les voisins vont alors rapporter que la nuit du 21 au 22 mars, eh bien le SUV de Sam était garé devant la maison, ce qui contredit complètement le fait qu'il soit parti avec et ait dormi dedans près de son lieu de pêche. Mais une autre chose va encore une fois sembler étrange. Lors de son interrogatoire, Sam avait confié avoir parlé à sa femme pour la dernière fois le mardi 21 mars au soir. Il l'avait appelée sur son téléphone et à ce moment-là, toujours selon ses dires, Teresa était en train de charger sa voiture avec ses affaires parce qu'elle voulait aller faire un premier voyage à son nouvel appartement pour y déposer ses premières affaires. Donc ça aurait été un petit peu avant qu'elle aille chez sa sœur justement ce soir-là. Mais à nouveau, le problème c'est que les enquêteurs ont regardé le relevé du téléphone de Sam et ils vont constater que le lendemain, soit le jeudi 22 mars, il avait appelé sa femme à 2 reprises assez tôt dans la matinée. C'était d'ailleurs un petit peu avant que Rhonda, la collègue de Teresa, ait
reçu cet appel vraiment étrange qui venait du téléphone de Teresa, mais où personne parlait au téléphone. Mais bon, lors de son interrogatoire, Sam va dire aux enquêteurs qu'il avait une théorie sur ce qui avait pu arriver à sa femme et il dira que selon lui, elle était toujours en vie. Bon, là accrochez-vous parce que cette théorie est un petit peu tirée par les cheveux. Mais en tout cas, Sam va raconter que quelques temps avant la disparition de sa femme, Teresa était partie à Cancun, au Mexique, avec ses nièces et il dira qu'elle lui avait parlé d'un mystérieux homme travaillant à l'hôtel et qui s'appelait Elvis. Il donnera pas spécialement plus de détails, mais Sam dira qu'il était sûr que sa femme était tombée amoureuse de lui et qu'elle était en réalité partie le rejoindre au Mexique. Bon, là clairement les enquêteurs ont eu l'impression d'entendre le discours d'un homme jaloux, un peu parano, mais bon, ils vont tout de même décider d'aller au Mexique pour vérifier si Teresa y était. Ils vont retrouver cet homme qui s'appelle Elvis et quand ils vont lui expliquer la situation, eh bien Elvis va juste pas comprendre parce que vraiment il se souvenait même pas de Teresa, il savait même pas qui était cette personne. Donc clairement, il a été mis bien en dehors de la liste des suspects. Avec tout ça, Sam Parker avait vraiment de plus en plus l'air suspect et suite à ça, son SUV a été saisi par les autorités et un expert en scène de crime l'a alors fouillé. Il a alors retrouvé du sang à l'arrière et après analyse en laboratoire, l'ADN révélera qu'il s'agissait du sang de Teresa, mais aussi du sang de Sam. Par contre, je précise, c'est pas des litres de sang qui ont été découverts, c'est simplement quelques petites traces par-ci par-là. En plus de ça, l'expert dira que l'arrière du SUV semblait avoir été très récemment aspiré. Des enquêteurs ont également fouillé la maison de Sam et Teresa et pour vous dire, ils l'ont fouillé à 5 reprises. À l'intérieur, ils vont alors trouver plusieurs armes à feu qui appartenaient à Sam, mais au final, selon les enquêteurs, ces armes n'étaient pas spécialement des armes suspectes dans l'affaire. Ils les ont saisies, ils les ont confisquées à Sam, mais à part ça, c'était pas une preuve concrète. Je rappelle encore une fois qu'il était policier et donc c'est normal, entre grands guillemets, de trouver des armes à son domicile. En tout cas, Sam, de son côté, va revendiquer qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de sa femme et il a même blâmé les autorités de ne pas assez en faire pour la retrouver, mais de seulement se focaliser sur lui. Il dira dans une interview « Vous n'avez même pas fouillé son placard, vous n'avez pas fouillé ses affaires personnelles. Vous êtes entré et vous avez cherché des choses et pris mes affaires et vous n'avez regardé que moi. » Suite à ça, les autorités ont sérieusement commencé à se dire que Teresa devait avoir été assassinée et sans doute que son meurtrier devait être son mari. Mais bon, sans le corps de Teresa, les enquêteurs avaient vraiment beaucoup de mal à avoir assez de preuves matérielles pour pouvoir arrêter Sam. Donc, dans le but de retrouver le corps, eh bien, une grande recherche a été mise en place. Les forces de l'ordre et les bénévoles ont alors effectué une grande fouille à travers les bois où justement Sam avait grandi avec sa famille. C'était un endroit qu'il connaissait bien et donc on se dit que s'il avait dû se débarrasser d'un corps, eh bien il est fort probable qu'il l'ait enterré là-bas. Les étangs présents dans les bois vont être fouillés ainsi que la grande décharge qui se trouvait à proximité, mais malheureusement eh bien rien ne va être retrouvé. Par contre, des chiens pisteurs ont été emmenés sur place et quand on leur a fait sentir l'odeur de Teresa, ils ont eu l'air de trouver une piste. Les chiens ont alors couru en haut d'une colline et ils ont indiqué clairement que l'odeur de Teresa s'y trouvait. D'ailleurs, ils ont redescendu la colline par un autre côté et là aussi, ils ont indiqué qu'ils y sentaient l'odeur de Teresa. Les chercheurs se sont alors activés, ils ont cherché dans les moindres recoins de la zone, mais malheureusement, là encore, ils n'ont trouvé aucun indice et aucun corps. Au final, une année va s'écouler et en 2008, Sam Parker a enfin été arrêté et jugé pour le meurtre de sa femme. En fait, avec le peu d'indices qu'ils avaient, la police a tout de même réussi à faire en sorte qu'un procès ait lieu. Au cours de ce procès, les amis et la famille de Teresa sont venus témoigner et ont dit qu'ils pensaient fermement que Sam l'avait bel et bien tuée. Ils diront que Sam avait toujours été un mari violent et même obsessionnel. D'ailleurs, pendant son mariage avec Teresa, il l'avait accusé de le tromper vraiment à de nombreuses reprises. Par contre, et je le précise tout de même, personne n'a mentionné que Sam avait un jour blessé sa femme. Oui, il se bagarrait, il avait des gestes violents, mais en soi, il ne l'a jamais blessée. Alors oui, ça n'excuse rien, mais dans le cadre de ce procès, eh bien, ça reste quand même une précision importante. En fait, c'est pas comme si dans le passé, il avait déjà essayé de la tuer ou qu'il l'avait blessée grièvement. Non, ce genre de choses n'était jamais arrivé. Le frère de Sam Parker, qui s'appelle Kenneth Parker, va lui aussi être interrogé au procès. Il dira alors qu'il savait que son frère faisait preuve d'une grande violence envers Teresa, mais il évoquera plutôt cette violence comme mentale et psychologique
plutôt que physique. Et il dira également que Teresa avait aussi souvent usé de cette violence psychologique envers Sam. En fait, il va plutôt dire que le couple de Sam et Teresa en lui-même était toxique et que donc toute la faute ne revenait pas simplement à Sam, donc son frère. Mais toujours au procès, lorsque l'accusation va prendre la parole, ils vont révéler qu'ils pensaient savoir quel était le mobile du crime. Donc la raison pour laquelle Sam aurait pu péter les plombs et assassiner Teresa. En fait, le divorce était déjà quelque chose qu'il avait du mal à supporter. Mais je pense que le pire qui pourrait lui arriver, une chose insupportable pour lui, ce serait que Teresa ait un nouvel homme dans sa vie. Alors, on ne sait pas si Teresa voyait quelqu'un d'autre, mais on sait par contre que Sam, lui, en était convaincu. En fait, une semaine avant la disparition de Teresa, elle avait décidé de s'offrir une petite semaine de vacances en solitaire et était partie dans le Tennessee, dans la ville de Gatlinburg. Elle avait dit à sa sœur Christina qu'elle s'était loué un petit chalet du nom de Oneida Hideaway et c'était un endroit assez paisible au milieu des bois avec un petit jacuzzi, tout pour décompresser et passer un bon moment. Elle avait d'ailleurs précisé à sa sœur qu'elle y était allée seule et qu'elle se l'était offert pour souffler un petit peu avant son emménagement et son divorce. Mais voilà, Sam, lui, ne croyait pas du tout au fait qu'elle était partie seule. Il soupçonnait qu'elle soit partie avec un autre homme et donc pendant qu'elle y était, il a appelé le propriétaire du chalet et l'a convaincu de lui envoyer la réservation de Teresa. Premièrement, en lisant la réservation, il a vu que Teresa était enregistrée au nom de Barker et non Parker. Lui, il s'est évidemment dit qu'elle voulait pas être retrouvée, donc elle avait changé une lettre dans son nom de famille, mais en soi, on se dit que c'est totalement possible que ce soit la personne qui ait pris la réservation qui se soit trompée, parce qu'entre Barker et Parker, il n'y a qu'un B et un P de différence, donc c'est totalement possible que ce soit juste une erreur. Mais bon, ce n'est pas tout, Sam va aussi découvrir autre chose. En fait, la réservation indiquait que 2 personnes séjournaient dans le chalet. Donc évidemment, en voyant ça, il s'est dit que sans doute sa femme était partie là-bas avec un autre homme. Mais encore une fois, je me dis que peut-être ça marquait 2 personnes parce que c'était un chalet pour 2, mais c'est aussi possible qu'elle y ait été seule. Mais bon, Sam de son côté ne s'est pas dit tout ça, il s'est simplement dit que c'était sûr et certain, sa femme était partie avec quelqu'un d'autre. Au procès, lorsque tout ça a été évoqué, ça a évidemment donné à Sam le parfait mobile pour s'en prendre à Teresa. Par contre, les proches de Teresa diront quand même au procès que malgré tout, ils étaient assez convaincus que Teresa était partie seule. Par contre, lorsqu'on va leur demander de réfléchir tout de même à un homme avec qui elle aurait pu partir dans ses proches, eh bien ils diront que peut-être elle aurait pu partir avec Shane Green. Donc rappelez-vous, c'est le policier qui justement avait été appelé par Rhonda, sa collègue, le jour où elle avait disparu. Shane Green a alors été appelé à la barre et il a dit que non, il n'avait pas de relation amoureuse avec Teresa. Ils étaient bons amis, mais il ne sortait pas avec elle et il n'avait pas du tout été au chalet avec elle. Dans tous les cas, le doute que Sam avait eu dans son esprit était lui très réel et quand on sait à quel point il était jaloux et même obsédé par Teresa, on se dit qu'il est fort probable qu'il l'ait tuée pour cette hypothétique liaison. Le procès va quand même continuer et l'ex-femme de Sam, qui s'appelle Kayla Baird, va être appelée à la barre. Le but ici était qu'elle témoigne sur sa précédente relation avec Sam pour comprendre un petit peu quel genre de mari il était avec elle. Elle va alors expliquer qu'il avait été un mari violent, qu'il avait souvent eu tendance à l'étrangler et elle va d'ailleurs dire qu'un jour, il l'avait menacée de la tuer et de jeter son corps là où personne ne le retrouverait jamais. Des collègues policiers de Sam vont eux aussi être convoqués et un d'entre eux dira d'ailleurs « Il a dit à tout le monde dans le comté de Walker, à l'exception de quelques-uns, qu'il savait comment se débarrasser d'un corps et que personne ne le retrouverait jamais. Il parlait de les mettre dans les étangs et que les tortues les mangeraient. » Donc clairement, ses collègues dans la police savaient quel genre de personne il était et ils le pensaient totalement capable de tuer quelqu'un et de cacher son corps. Par contre là, un autre collègue de Sam va être appelé à la barre et cette personne s'appelait Ben Chaffin et il était en fait l'un des meilleurs amis de Sam. Ben va alors expliquer que le 21 mars 2007, donc le jour de la disparition de Teresa, Sam l'avait appelé et il lui avait dit qu'il avait tiré une balle dans la tête de sa femme et qu'il avait enterré son corps là où il serait difficile de le retrouver. Bon, là vous vous dites sûrement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne n'a pas témoigné avant? Parce que clairement, grâce à ce témoignage, on a la certitude que Sam est coupable.
Eh bien en fait il faut savoir que ce Ben était dans les papiers des enquêteurs depuis déjà un bon moment. En fait au cours de l'enquête, Ben avait évidemment été interrogé et il avait en soi donné 5 versions des faits différentes aux enquêteurs, ce qui est très étrange. D'ailleurs après quelques mois d'enquête, il avait même fini par être arrêté pour avoir aidé Sam à fouiller dans l'ordinateur de sa femme en le piratant grâce à ses connaissances qu'il avait acquis dans la police. Une fois arrêté, les enquêteurs lui avaient mis la pression en disant que ce qu'il avait fait était extrêmement grave et qu'il allait sans aucun doute finir par être relié au meurtre de Teresa. Suite à ça, pour qu'on abandonne toutes les poursuites à son égard, il a alors accepté de signer un accord avec les autorités. L'accord disait que le procureur laissait tomber toutes les charges à son égard s'il acceptait de témoigner contre Sam lors de son procès et de dire la vérité sur ce qu'il s'était passé. Il a donc accepté et c'est comme ça qu'il a fini par dire au procès que Sam lui avait avoué le meurtre de sa femme par téléphone. Ce témoignage a évidemment convaincu l'entièreté du jury que Sam était coupable. Mais malgré tout, quelques preuves à son encontre vont encore être exposées par l'accusation. Déjà, on va montrer des photos du bras droit de Sam qui avaient été prises quelques jours après la disparition de Teresa. Sur ces photos, on pouvait constater qu'il avait un bleu à l'intérieur du bras droit. Un des agents spéciaux du FBI qui avait enquêté sur l'affaire dira par rapport à ça: ce que nous avons ressenti, c'est que M. Parker, qui est connu pour avoir abusé des étranglements dans le passé, avait utilisé cette manœuvre sur Teresa et qu'elle avait riposté en levant les mains. C'est ce qui aurait donc laissé des bleus à l'intérieur de son bras. Je pense qu'elle s'est finalement battue pour sa vie et ses conclusions en sont la preuve. Finalement, le 3 septembre 2009, Sam Parker a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Teresa et a été condamné à la prison à perpétuité. Cette affaire pourrait s'arrêter là, mais en septembre 2010, donc un an plus tard tout pile, il va y avoir un nouveau rebondissement dans l'affaire. Le corps de Teresa a enfin été retrouvé. Ses restes ont été découverts dans le comté de Chattooga, à une trentaine de minutes en voiture de chez Teresa et Sam. Ils auraient été retrouvés dans un champ de maïs près des rives de la rivière Chattooga. Bon, malheureusement, à cause de l'état de décomposition du corps vraiment très avancé, le médecin légiste n'a pas pu trouver de preuves tangibles sur son corps. D'ailleurs, suite à ça, Sam Parker a même tenté de faire appel à sa condamnation, mais cet appel lui a été refusé en 2014. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette affaire. Oui, il y a une justice parce que Sam Parker est en prison, il a payé pour le meurtre de sa femme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs personnes doutent encore de sa culpabilité. Personnellement, je n'en doute pas du tout, mais ceux qui le défendent disent que peut-être son meilleur ami policier aurait témoigné contre lui parce qu'on lui aurait vraiment trop mis la pression. En fait, c'est vrai que c'est ce témoignage qui a vraiment convaincu tout le jury, mais il faut pas oublier qu'il y avait quand même plein d'autres preuves, donc même si oui, il avait menti, faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de choses qui accusent Sam. En tout cas, aujourd'hui, il est en prison et son appel a été refusé, donc dans tous les cas, ça ne changera pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous pensez réellement que Sam est coupable ou non. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!